Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence aujourd'hui avec ce webinaire sur les poids de l'hygiène dans l'évaluation des établissements médico-sociaux, avec tous les nouveautés, tous les enjeux qui sont associés pour les référents en hygiène dans, dans ce type d'établissement. Je suis accompagnée aujourd'hui par Madame Séverine Kowinski, qui est infirmière hygiéniste et formatrice sur tous ces sujets. Je vais peut-être te laisser présenter, Séverine, un petit peu. Bonjour, merci Valentina. Bonjour à tous. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive pour débuter la présentation. Peut-être que tu peux expliquer comment ça va se passer, Valentina? On Bien a des sûr, petites questions, la boîte à outils. c'est ça. Donc, dans un premier temps, déjà, on va vous présenter comment ça va se dérouler ces webinaires, quels sont les sujets qu'on va aborder, les objectifs pédagogiques également. Et, euh, et aussi, vous verrez, on a pas mal des sondages pour voir aussi quels sont vos, vos, Vos attentes? vos attentes, vos questions par rapport votre situation par rapport à cette certification. Et surtout, donc, cette présentation qui va durer une demi-heure, par la suite, on va vraiment dédier un temps consacré à vous, du coup, et à vos questions. Pour toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à ces sujets, vous pouvez poser vos questions sur l'outil que vous avez QR, donc questions-réponses en bas, avec les deux petites bulles. Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire à n'importe quel moment là-bas. Et à la fin, on a justement dédié une dizaine de minutes pour pour cet échange avec vous. Donc, Séverine, peut-être je te laisse la parole déjà pour... Oui, on va déjà présenter le programme en attendant les retardataires. Nous allons présenter les objectifs du webinaire, nous présenter, rappeler les principaux points de l'évaluation des établissements et services médico-sociaux, les critères concernés dans cette évaluation par l'hygiène. On va faire un point sur DARI versus DAMRI, les nouveautés 2023-2024. On parlera de la boîte à outils, il y aura la foire aux questions et les conclusions. Vous verrez, il y aura plusieurs petits QR codes tout au long de la présentation si vous avez besoin de flasher avec vos téléphones portables pour pouvoir avoir le lien directement. Et dans les boîtes à outils, vous aurez exactement les mêmes QR codes pour retrouver la référence bibliographique, scientifique qui est en lien avec la présentation. Voilà. On va commencer par un premier sondage. Si, Hop, euh, hop. alors, vous exercez dans un établissement médico-social dont la prochaine évaluation externe aura lieu dans combien de temps? Moins de 6 mois, de 6 mois à 1 an à 2 ans ou plus de 2 ans. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Hop. Voilà. Tu vas afficher les résultats, c'est ça? Je vais afficher les résultats, tout à fait. Donc, voilà, mettre à faire un sondage et je partage les résultats avec vous. Donc, on a la grande majorité qui est encore à 2 ans de son évaluation. On a 15% à moins de 6 mois et 30% entre 6 mois et 1 an. Voilà. Il y en a qui sont très, très près de l'évaluation et il y en a qui sont encore le temps de voir venir.
On espère que ça va aider justement les personnes qui sont proches. Voilà, Hop, je ferme la présentation, la présentation, la fenêtre. la fenêtre. Donc, on va avoir un deuxième sondage, parce qu'on aime bien vous poser des questions en attendant que tout le monde soit là pour mieux vous connaître. Dans quel type d'établissement ou de services médico-sociaux vous exercez? Une EHPAD, un FAM, un MAS ou un autre. Et dans les autres, vous avez l'occasion de préciser. Préciser dans la partie QR pour partager votre réponse. Ah oui, on n'a pas le choix dans le sondage, il faut que les gens aillent mettre dans le QR le autre. Tout à fait, c'est vraiment notre outil d'échange avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de la présentation. Donc, hop. Donc, je partage les résultats pour tout le monde. Est-ce que tous les as, Séverine? Alors, oui, donc on a une grosse majorité de gens qui travaillent dans des EHPAD et aussi dans des masses et dans les autres. Donc, on va aller voir dans les questions si vous avez pu proposer. Non, j'ai pas de réponse plus loin dans le autre. Voilà. Donc, Les partages. Voilà, je te laisse continuer, Séverine. Hop. petit souci technique. Il a, il a décidé de ne pas de cliquer. Ah, voilà. Donc, vous allez avoir un replay qui est disponible sur la chaîne YouTube de Didactique et on vous enverra après ça, si vous le souhaitez, des boîtes à outils téléchargeables gratuitement avec le lien pour aller revoir le replay en YouTube. C'est bien ça, Valentina? Tout à fait. À la fin de cette présentation, on chargera ce webinaire sur YouTube pour que ça soit toujours disponible pour vous. Si aussi vous souhaitez les revoir ou si vous souhaitez les transférer à des collègues en interne ou en externe. Et sur la description en fait de la vidéo, il y aura un lien avec la boîte à outils que vous pourrez télécharger gratuitement. Juste, il faudra faire attention parce que les liens, il est valable que pendant 7 jours. Donc, au-delà de ça, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous l'envoyer si jamais vous avez nécessité. Effectivement, parce qu'on a des gens qui ont passé leur évaluation dans 2 ans, donc s'ils veulent le revoir, ils pourront le revoir. Et s'ils ont besoin de la boîte à outils, pour nous contacter au moment-là. Des fois, ils se souviennent que ce webinaire soit mémorable. Donc, pourquoi faisons ce webinaire ce soir? Parce que nous faisons un point sur l'évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux. Il y a une nouvelle mise en œuvre, une nouvelle version du DAMRI qui est sortie là très très récemment, il y a à peine 15 jours. Il y a la volonté de Didactique d'aider les équipes opérationnelles d'hygiène et toutes les personnes impliquées dans la prévention du risque infectieux dans les établissements médico-sociaux au quotidien à travers un regard d'expert. Donc, l'expert en hygiène, c'est moi. Donc, je suis Séverine Kogzanski, je suis infirmière hygiéniste, cadre infirmière hygiéniste. Je suis tombée dans l'hygiène quand j'étais petite, un peu comme Obélix, quand j'étais en réanimation, les premières infections nosocomiales. Je suis devenue formatrice. Je travaille également sur les facteurs humains en santé. C'est pour ça que vous voyez notre astronaute préféré. Et aujourd'hui, je coach aussi les équipes de formation des ambulanciers pour le déploiement de la nouvelle réingénierie. Avec nous, il y a l'équipe de Didactique, il y a Valentina. Tout à fait, mais je me présente 30 secondes. Donc, effectivement, je suis Valentina Alceta, je fais partie de la société Didactique qui est
fabricants de dispositifs médicaux, notamment dans les domaines de la prévention du risque infectieux. Et aujourd'hui, on a fait appel à Séverine justement pour pouvoir vous offrir ces webinaires autour de l'hygiène et de la prévention du risque infectieux pour la certification des établissements où vous travaillez. Donc, on s'est fixé 2 objectifs pédagogiques dans le cadre de cette formation en ligne ce soir. C'est d'identifier les critères de l'évaluation des établissements médico-sociaux en lien avec la prévention du risque infectieux et identifier les chapitres du DAMRI à compléter pour votre établissement, puisque vous verrez que le DAMRI s'adapte à chaque établissement. Voilà, donc on parle d'évaluation. Alors, on fait souvent l'abus de langage de certification des établissements. Vous n'êtes pas certifié comme les centres hospitaliers avec un logo et un rapport de certification. Par contre, il y a une évaluation qui est basée pour l'HAS sur un référentiel et un manuel. Voilà, c'est la Bible sur laquelle on se réfère pour développer votre évaluation. Alors, l'HAS travaille sur 4 pôles de valeurs principales de votre travail, qui est le pouvoir d'agir de la personne, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnants, la réflexion éthique des professionnels. Vous voyez que là, on parle d'éthique, de pouvoir d'agir, on est un peu loin de l'hygiène, mais vous allez voir, on va s'y retrouver. L'évaluation de la qualité des établissements et services médico-sociaux est prévue dans le Code de l'action sociale. Donc, je vous ai mis en lien le référentiel et les objectifs demandés de cette évaluation par les instances. Elle concerne à la fois les personnes accompagnées, les équipes pluriprofessionnelles et les établissements eux-mêmes, ou la gouvernance, comme on pourrait l'appeler. La démarche d'évaluation va à la fois permettre à la personne accompagnée d'être actrice de son parcours, elle est recentrée, on recentre sa prise en charge sur elle et ce qu'elle veut, on renforce la dynamique qualité des établissements médico-sociaux et on promouvoit une démarche porteuse de sens pour les établissements médico-sociaux et les professionnels, parce qu'on travaille jamais mieux que quand on a du sens à ce qu'on fait. Alors, ce manuel d'évaluation va faire un peu de qualité pour bien comprendre comment se passe l'évaluation. Et après, on va rentrer dans le dur de l'hygiène. Donc, il y a 3 chapitres. Un chapitre qui concerne la personne, un chapitre qui concerne les professionnels et un chapitre qui concerne l'établissement. Il y a 9 thématiques que je vous laisse découvrir. L'hygiène va se trouver dans la partie numéro 6, qui est l'accompagnement à la santé. Mais pour moi, la prévention du risque infectieux est dans toutes les thématiques. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple de la bientraitance et de l'éthique. Quand on a eu l'épisode de Covid dans nos établissements, évidemment, on a empêché les gens de pouvoir sortir comme ils voulaient, de pouvoir recevoir des visites comme ils le souhaitaient. Et du coup, on a été touché à la bientraitance de la prise en charge, à l'éthique, aux droits de la personne également. Donc, vraiment, ça fait sens pour moi que la prévention du risque infectieux, elle n'est pas que dans la thématique numéro 6 de l'accompagnement de la santé, elle s'étend dans l'ensemble des thématiques. Alors, il y a 157 critères dans ces 9 thématiques. Il y en a 139 qui sont des critères attendus et 18 critères impératifs. Et dans ces 157 critères, il y a également 129 critères qui concernent tous les types d'établissements et 28 qui ne concernent que certains, qui sont applicables selon le secteur, le public ou la structure. Il y a des niveaux de cotation, c'est-à-dire que quand on répond à un critère, on est soit le niveau est attendu et tout à fait satisfaisant, plutôt pas satisfaisant, plutôt satisfaisant, tout à fait satisfaisant. Eh bien, il n'y a pas de niveau 5 parce qu'on a l'exception française. On a une étoile pour le niveau atteint optimisé.
Et puis, il y a des cas particuliers, il y a non concernés, effectivement. Si notre établissement n'est pas concerné par ce critère, on y répond par NC. Ou si la personne accompagnée, interrogée lors de l'évaluation a une réponse inadaptée à l'intervenant, on met RI, réponse inadaptée. C'est vraiment des cas particuliers. J'ai perdu personne sur la qualité encore. Alors, comment se passe l'évaluation concrètement? On a une partie auto-évaluation, puis après, il y a l'engagement de la procédure d'évaluation. Il y a un organisme accrédité et avec lequel l'établissement passe un contrat pour son évaluation. Là, on fait la différence avec les hôpitaux ou les cliniques, où c'est des personnes mandatées par l'HAS qui viennent faire l'évaluation et donner la certification ou pas. Là, en fait, c'est un travail qui est fait avec des organismes qui sont accrédités par l'HAS et qu'on choisit. L'évaluation se déroule. Après l'évaluation, il y a un envoi d'un rapport, puis ce rapport est transmis aux autorités, aux tutelles. Et tous les ans, après, on fait un bilan de ce rapport qu'on transmet pour voir l'évaluation de notre programme d'action. Question, Séverine, ah bah voilà, je voulais justement te poser la question, bah, comment ça s'est passé une évaluation en fait de l'organisme accrédité? Quelles sont les étapes en fait lesquelles ils vont faire face Les établissements au les quotidien. établissements? Tout à Comment fait. ça va se passer dans la vraie vie? Tout à fait. Donc, dans la vraie vie, il y a il y a tout ce qui se passe en amont. C'est-à-dire qu'on peut faire une auto-évaluation, mais il n'y a pas d'obligation à cette auto-évaluation. Mais c'est plutôt bien de savoir où on en est soi-même avant d'être évalué par quelqu'un d'autre. Et il y a tout le process qu'on vient de décrire, de choisir l'organisme, de s'inscrire sur la plateforme Sinae, etc. Mais ça, ce n'est pas notre sujet, c'est vraiment très compliqué. Concrètement, pour les équipes, il y a la réunion d'ouverture où on présente l'établissement, le contexte dans lequel est l'établissement, si la directrice est en congé maternité, si on est à la 3e IDEC depuis le début de l'année, voilà, il y a tous les éléments conjecturaux de l'établissement sont à présenter. Et puis après, on fait visiter la structure pour que les évaluateurs comprennent bien comment on fonctionne. Et puis là, il se passe l'évaluation dans la structure. Ils font, à leur départ de la visite, une synthèse, un retour, un débriefing à l'ensemble des partenaires de l'équipe, puis avec la gouvernance, et ils font un rapport de fin de visite. Cette journée, elle est construite avec... Il n'y a pas de nombre d'évaluateurs ni de jours. Mais grosso modo, c'est à peu près 2 évaluateurs sur 2 ou 3 jours selon la taille de votre établissement. Il n'y a pas de ratio comme pour les évaluations dans les centres hospitaliers. C'était ça la question que tu voulais me poser, qui te brûlait les lèvres, j'imagine. C'est ça. On va refaire un petit sondage, encore une fois. Est-ce que... Je lance tout de suite. Est-ce que vous avez prévu une auto-évaluation et si oui, dans combien de délai elle aura-t-elle lieu? Dans 6 mois, dans 6 mois à 1 an, dans 1 à 2 ans, dans plus de 2 ans? Donc, on vous laisse répondre parce que ça aussi, c'est un choix pour construire son évaluation. On n'est pas obligé de la faire, mais moi, je la recommande dans le sens où c'est bien de savoir d'où on part pour savoir où on va. Voilà, donc les résultats sont en grande partie, dans moins de 6 mois, vous faites l'auto-évaluation de votre établissement. Donc j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous serez plus armés pour affronter cette auto-évaluation qui doit angoisser un petit peu les équipes, mais qui normalement se passe très bien. Et une nouvelle fois, quand je clique les sondages, je n'arrive pas à récupérer la main. Voilà.
Donc, le rapport d'évaluation, c'est un rapport de visite et il est transmis soit à toutes les autorités compétentes, à l'HAS, et il peut être diffusé en interne et publié, du coup, sur le site internet, à l'intérieur, affiché à l'intérieur de l'établissement ou promulgué à l'extérieur. Alors, comment se passent les méthodes d'évaluation? Ce qui est simple dans l'évaluation des établissements médico-sociaux, c'est que c'est une méthode d'évaluation par chapitre. Donc, pour le chapitre 1, l'évaluation se fera de toute façon en accompagné traceur. Pour le chapitre 2, ça sera du traceur ciblé. Et pour le chapitre 3, de l'audit système. Je suis sûre que vous maîtrisez ces 3 méthodes d'évaluation. C'est pour ça que nous allons les détailler rapidement. Alors, la méthode de l'accompagné traceur, c'est une méthode où les évaluateurs vont communiquer avec l'accompagné traceur, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des personnes en EHPAD et ils vont leur poser des questions sur tous les critères qui sont évalués dans le chapitre 1, dans le cadre d'une discussion informelle. Ils vont prendre des notes et après, ils vont reprendre une autre discussion avec l'équipe pluriprofessionnelle et ils vont croiser les 2 expériences. Est-ce que ce que la personne dit et ce que les professionnels disent, si c'est cohérent et si tout le monde fait bien la même chose. Sur la méthode du traceur ciblé, c'est pareil. On va voir la présentation, on va dire, de la manière dont les protocoles, on va dire, sont établis dans l'établissement et comment c'est mis en œuvre et comment on les maîtrise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interroger les professionnels sur tout un tas de questions et voir si ça correspond aux attendus. Et la méthode de l'audit système, il permet vraiment de voir si la gouvernance, l'établissement, il a mis tous les moyens en œuvre pour que les équipes puissent répondre aux critères. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de matériel pour la prévention du risque infectieux, si vous avez de solution hydroalcoolique, eh ben, vous ne pouvez pas mettre en place l'hygiène des mains. Comment se fait l'évaluation concrètement? Par quels moyens? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des entretiens en face à face avec les personnes accompagnées, avec les professionnels de la gouvernance, mais aussi dans les établissements qui ont un CVS, avec les membres du CVS. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout au long de la visite, les experts visiteurs vont observer la structure, observer les organisations, le fonctionnement, les affichages. Est-ce qu'il y a le dernier compte-rendu de CVS qui est affiché? Est-ce qu'il y a la consommation des solutions hydroalcooliques qui est affichée? Est-ce qu'il y a de la prévention de lutter contre le Covid qui sont affichés? Et puis, ils vont aussi consulter tous les éléments documentaires, les éléments de preuve, les dossiers des patients, les procédures, les comptes rendus. Alors, c'est à la fois papier comme informatique, hein, comme on est dans son établissement. Alors voilà, on a fait un point qualité pour voir comment se passait l'évaluation. Maintenant, on va se concentrer vraiment sur la gestion du risque infectieux. Dans le manuel d'évaluation des établissements de santé, les critères concernant l'hygiène sont dans l'accompagnement de la santé, la thématique numéro 6. C'est les objectifs 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3. Il n'y en a que 3, en fait, qui concernent directement la prévention du risque infectieux. Alors, voilà comment se présentent dans le manuel les fiches. Par critère, vous retrouvez ça dans votre Bible, le manuel d'évaluation des établissements médico-sociaux. Donc, on va pouvoir voir, donc il y a la thématique, l'objectif, le critère et le niveau d'exigence. Sur la gauche, vous voyez, c'est écrit standard. Les 3 critères en hygiène sont on a un niveau d'exigence standard. Il concerne tous les établissements, toutes les structures et tous les publics.
que ce soit les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, ça correspond à tous les publics et tous les types de structures. Il y a l'entretien, comment on évalue l'entretien avec l'établissement et qu'est-ce qu'on consulte. Et sur la droite, vous avez les référentiels sur lesquels s'appuie cette évaluation. Si vous avez des questions sur le critère, sur comment l'évaluer, vous pouvez aller consulter cette référence pour éclaircir le sujet. Donc, dans le critère 371, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont demandées à être inclus à l'intérieur du projet d'établissement. Donc, pour répondre au critère 371, ce n'est pas compliqué. Il faut vérifier que dans son projet d'établissement, tous ces points-là sont bien inscrits et que ça correspond à la réalité de leur mise en œuvre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne faites pas votre DARI, ce n'est pas la peine de l'écrire si vous n'en avez pas l'intention de le mettre en place. Parce que du coup, le critère ne sera pas évalué correctement puisque vous n'aurez pas c'est pas parce que c'est écrit dans le projet d'établissement, ça ne sera pas la réalité de sa mise en œuvre. Il y est demandé aussi une convention avec un organisme ayant une expertise en hygiène. Donc, vous pouvez soit, quand on va prendre l'exemple d'une EHPAD qui est à l'intérieur d'un groupe d'EHPAD, il y a des ressources internes avec des référents en expertise en hygiène. Mais souvent, les établissements n'ont pas de ressources internes au groupe et peuvent s'appuyer sur soit des ressources régionales, je vous ai mis quelques exemples, soit des ressources d'experts privés, c'est-à-dire des infirmiers hygiénistes ou des médecins hygiénistes qui peuvent intervenir au sein des établissements, et des équipes mobiles d'hygiène. Donc ça, c'est ce qui est sorti d'après le Covid, où il y a de plus en plus d'équipes régionales qui se répartissent les départements pour pouvoir venir en soutien aux établissements médico-sociaux. Et puis, vous avez les CEPIAS, Santé publique France, les REPIAS. La mise en œuvre doit inclure l'identification à minima d'un référent en hygiène avec une fiche de mission. Donc ça, c'est l'un des autres éléments d'évaluation du critère 371. Donc là, on va encore vous poser une petite question. Est-ce que vous avez un référent identifié en hygiène dans votre établissement? On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. C'est bon? Alors, on a presque 90% des équipes ont un référent identifié. Super, excellente nouvelle. Et du coup, ma question suivante, est-ce que... il faut que je ferme. Est-ce qu'il a une fiche de mission, ce référent en hygiène? Est-ce qu'il est bien nommé par le directeur? Est-ce qu'il a bien un temps dédié? Est-ce qu'il a bien reçu une formation en hygiène? Est-ce qu'il est bien le relais de correspondant en hygiène au sein de l'établissement? Et oui. Petite question, Séverine. Quelles sont ces missions en fait? Est-ce que tu peux détailler un peu les missions du référent en hygiène? Bien sûr. Alors, les référents, j'en ai compté 8. Alors, il peut dépendre en fonction de qui on est comme référent en hygiène. Si on est le médecin coordinateur, par exemple dans une EHPAD, si on est l'IDEC, si on est une aide-soignante, une AMP, qui on est, on ne va pas avoir le même investissement dans ses missions en fonction de ses fonctions. Mais en tout cas, voilà les missions. C'est être un élément moteur en collaboration avec le médecin coordinateur et le directeur de l'hygiène, participer à la mise en place et au suivi du DAMRI, mettre en œuvre les actions de la gestion du RI risque infectieux en participant à la prévention, la surveillance, la formation, l'information et l'évaluation de la thématique prévention du risque infectieux au sein de son établissement,
faire partie du comité de suivi du risque infectieux qui met en œuvre son plan d'action. Alors, le comité de suivi du risque infectieux, ça peut être une instance indépendante, mais ça peut être aussi quelque chose qui concrètement fait partie du CODIR ou COPIL, parce qu'on est sur des structures où il y a une petite équipe et on a souvent plusieurs casquettes. Et du coup, créer un comité plus un autre comité, ça fait beaucoup de travail. Donc, on peut les intégrer au sein des réunions des cadres d'encadrement ou d'équipe et donc intégrer le comité de suivi du risque infectieux. Il doit aussi mettre en place participer à la mise en place du volet infectieux du plan bleu et il doit être moteur dans l'alerte. En cas d'événement infectieux inhabituel, il doit participer à la remontée des alertes. Il doit participer à la gestion des alertes épidémiques et environnementales et il doit aussi le recueil des informations ascendantes et descendantes en lien avec le risque infectieux. C'est vraiment un expert en hygiène, mais qui fait partie de l'équipe et qui est déjà un relais de comment on fait pour prévenir le risque infectieux au sein de son établissement. Et si on ne sait pas, de savoir diriger la personne vers les bonnes ressources. L'autre élément du critère 371, c'est communiquer et diffuser les règles d'hygiène. Donc, il faut des protocoles et il faut des outils de communication. Je vous ai mis quelques exemples que vous pourrez trouver dans la boîte à outils. Et il faut avoir un système d'amélioration en continu. Compléter le DARI ou DAMRI, avoir un appui possible dans les réseaux d'hygiénistes locaux et suivre des indicateurs. Donc là, je vous ai mis la route d'Eming, encore mon côté qualité, sur prévoir des objectifs, les ressources, l'organisation, les exécuter, vérifier évaluer si leur mise en œuvre a été efficace ou pas, et continuer à améliorer son plan d'action, modifier les écarts pour continuer que cette roue avance et surtout qu'elle ne recule pas. Donc, on parle du DARI et du DAMRI. Donc, la définition, c'est le DARI, c'est les documents d'analyse du risque d'infectieux. Un peu d'histoire, il y a un document du greffe qui est sorti en 2011 pour les EHPAD, pour nos collègues des femmes et des masses en 2013. Et en 2023, il y a pour l'ensemble des établissements de santé le DAMRI, qui est donc cette fois-ci une démarche d'analyse et maîtrise du risque infectieux à faire une fois par an avec le suivi du plan d'action. Mais cette fois-ci, il est dématérialisé. On le retrouve en ligne. Il y a aussi les indicateurs du risque infectieux. Donc là, on n'est pas sur des IQSS, les indicateurs nationaux que l'HAS demande aux hôpitaux de suivre. On est sur des indicateurs qui concernent la prévention du risque infectieux de notre établissement. Je vous ai donné toute une liste d'exemples d'indicateurs. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire toute la liste tout le temps. Il faut faire des choses qu'on puisse suivre. Et ceux qui sont évidents à suivre pour mon établissement, qui sont pertinents pour mon établissement. Le nombre d'AES, c'est un chiffre qu'on arrive à récupérer auprès du service du personnel et c'est un suivi qu'on peut avoir sur plusieurs années, par exemple. La mise en place des bonnes pratiques de précaution complémentaire contact, ça demande un audit à chaque fois qu'on a une mise en place des précautions complémentaires. Ce n'est pas le même degré de travail pour récupérer et suivre cet indicateur. Donc, il faut vraiment choisir en équipe lesquels on va suivre, lesquels sont pertinents et lesquels nous concernent nous par rapport à notre problématique à nous. Donc, la mise à jour annuelle du DARI et du DAMRI avec un suivi de plan d'action. On va parler du DAMRI et du DARI un peu plus loin, plus spécifiquement. Là, je le cite simplement. Il est aussi demandé de voir un plan des formations des professionnels. Donc, il y a bien des formations, on va à l'extérieur, on a un plan de formation, mais il y a aussi des formations en interne qui peuvent être réalisées et des e-formations qui sont gratuites comme e-control.
Et il faut communiquer aux résidents, aux personnes accompagnées et à leurs familles comment on maîtrise le risque infectieux au sein de notre établissement. Cette information doit avoir lieu avec le conseil de vie sociale quand notre établissement en a un. Je vous ai rappelé les différentes missions du CVS. Et voilà le deuxième critère. Le premier était très riche, il y a plein de choses à mettre en place. Voici le deuxième. Donc là, les professionnels mettent en œuvre les actions de prévention de la gestion du risque infectieux. Donc là, on va demander aux équipes de concrètement comment elles gèrent le risque infectieux au quotidien. Est-ce qu'elles savent identifier les précautions complémentaires? Elles savent identifier les épidémies? Elles savent quoi faire quand la situation est identifiée. Elles savent alerter, qui contacter. Elles respectent les circuits propres et sales, autant pour l'alimentation que pour le linge, que pour les déchets. Est-ce que l'établissement met à disposition des équipes du matériel? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a des points d'eau? Est-ce qu'on a des solutions hydroalcooliques? Est-ce qu'on a des containers pour les dasseries? Est-ce qu'on réalise des évaluations des pratiques? Est-ce qu'on a les moyens de l'évaluer? Parce que tout à l'heure, on a dit que nous avions dans notre équipe des référents en hygiène, mais est-ce qu'ils ont du temps dédié pour faire ces missions? Donc, comment savoir identifier les précautions complémentaires et les épidémies? On demande une formation et une sensibilisation. Voilà ce qui est demandé dans le critère. Ça rejoint le 373 qui parle que de la formation des professionnels. Là, je vous ai donné un exemple de formation en ligne ou auquel vous pouvez assister sur les précautions complémentaires. Comment on fait pour identifier une situation épidémique et comment on met en œuvre les précautions standards et complémentaires? Je vous ai donné 2 exemples. La checklist gestion d'une épidémie en établissements médico-sociaux, elle se fait en ligne. Et tout un tas d'affichages et de communication sur les précautions complémentaires et sur l'information. Comment on alerte et qui? Il existe des flyers sur le signalement et des fiches contacts du CEPIAS. Donc là, moi, j'ai mis les fiches contacts du CEPIAS Pays de la Loire. Et selon votre région, il faut connaître les coordonnées de votre relais si jamais vous avez une grosse épidémie pour savoir qui contacter en cas d'épidémie qui nécessite un signalement ou une alerte. Donc, concrètement, Sévérine, on signale les épidémies. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans lesquels on signale? Alors, on signale toute infection inattendue ou inhabituelle. En fin fond de la Bretagne, on a 4 résidents qui ont la dengue ou le chikungunya. Ça se signale immédiatement parce que ce n'est pas habituel. On signale les cas groupés. Alors, ce qui est le plus évident, c'est les infections, les intoxications alimentaires groupées. Là, tout de suite, ça nous vient tout de suite à l'esprit. Une infection associée aux soins qui aurait pu engendrer un décès. Et les infections associées aux soins faisant partie des maladies à déclaration obligatoire. Mais ça, c'est vraiment, au point de vue médical, il y a une liste de maladies obligatoires qui doivent être déclarées réglementairement. Continue sur le critère 372. Là, je ne m'étends pas non plus. C'est respecter les circuits propres et sales sur l'alimentaire, le linge et les déchets. Là, les méthodes HSCP, souvent, les équipes de cuisine ont soit une sous-traitance, soit des laboratoires qui font les prélèvements et qui accompagnent les équipes là-dessus. Idem sur le linge et sur les déchets. Les déchets, je parle à la fois des déchets d'AMRI et des AOM, d'ASRI pardon, et des AOM, où là, effectivement, le tri sélectif dépend de l'endroit où est votre établissement. La mise à disposition du matériel, je vous donne trois critères.
la distribution de solutions hydroalcooliques, parce que si on n'a pas de solution hydroalcoolique, on peut même mettre en place l'hygiène des mains. Les conteneurs à dasserie, ben, effectivement, il en faut aussi sur le chariot de soins pour éviter les accidents, les AES, et pour respecter la mise en place des bonnes pratiques des EPI, des équipements de protection infectieuse. Ça parle à tout le monde par rapport au Covid. On peut évaluer les pratiques. Donc là, il y a différents outils gratuits sur lesquels vous pouvez vous baser. Donc, je vous en ai donné quelques exemples. Il y en a sur l'hygiène des mains. Il y a une boîte à outils d'hygiène des mains sur le REPIAS. Je vous le mettrai dans la boîte à outils également. Et il y a la boîte à outils du péril fécal. Donc là, il y a plein d'outils différents. Comment on traite le péril fécal au sein de notre établissement, qu'est-ce qu'on met en œuvre, comment on les évalue, comment on a des risques de contamination, est-ce qu'on a encore avec des douchettes, est-ce qu'on a des lave-bassins, est-ce qu'on a des sacs de protection à l'intérieur des bassins, etc. Il y a vraiment, ça va dans la gestion des excrétas de tout point de vue. Il y en a une aussi sur la prévention des infections respiratoires avec des choses vraiment adaptées aux établissements médico-sociaux. Il y a un RespiQuiz avec une checklist de la gestion des épidémies. Encore une fois, des outils pratiques en ligne gratuits. Il y a quelque chose qui s'appelle Shekira qui reprend un peu tout ce qu'il y a autour de la prévention des infections respiratoires aiguës. Et nous allons parler du dernier critère, le 373, qui est sur la sensibilisation, la formation de la prévention de la maîtrise du risque infectieux. Donc là, on est vraiment sur le personnel est-il formé à la prévention du risque infectieux. Et donc là, on va demander des choses. Est-ce qu'il y a un plan de formation? Est-ce qu'on a gardé la preuve? Est-ce qu'on a des supports de formation? Et donc là, on le détaille avec des choses adaptées en ligne, avec des programmes, des journées vraiment faites pour les établissements médico-sociaux dans toutes les régions, auxquelles, sur une journée, une formation, vous avez une attestation de formation et qui peut, si vous conservez la preuve, rentrer dans la validation de ce critère. Et donc, l'épreuve de formation, je viens de vous le dire. À chaque fois que votre IDEC vous fait une formation sur l'hygiène des mains, par exemple sur la Journée internationale de l'hygiène des mains le 5 mai, vous pouvez conserver les feuilles d'émargement des gens qui ont été sensibilisés. Et ça montre que tout au long de l'année, vous sensibilisez les équipes à la prévention du risque infectieux. Et il faut le dossier, alors soit papier, soit en support informatique, où l'on peut retrouver ces ressources pédagogiques de formation. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur ces 3 critères. Et nous allons passer à un chapitre suivant qui est DARI versus DAMRI. Donc, vous voyez ce joli schéma. Il y avait les dates prévisionnelles de diffusion des différents chapitres. Et cet outil a été mis en ligne par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, je repasse sur l'historique du DAMRI. Et voilà les points nouveaux qui sont apportés dans le DAMRI en ligne. C'est qu'il y a une cartographie des risques infectieux et on vous mesure, une fois que vous avez rempli les premiers critères, vous pouvez mesurer le niveau de maîtrise de votre risque infectieux dans votre établissement. Et il vous élabore un plan automatique d'action à court, moyen et long terme, et en même temps que ça, un plan de communication. Le premier chapitre doit être réalisé en équipe parce qu'il est très riche et il est obligatoire pour tous les établissements médico-sociaux. Par contre, c'est un outil dématérialisé et évolutif. Donc là, je vous ai remis le QR code pour aller directement sur la page du CEPIAS de Franche-Comté, du CHU de Besançon, où vous aurez l'outil. Et il suffit de s'inscrire avec
le directeur de l'établissement qui crée un compte. Ça permet de réaliser son auto-évaluation. Pour ceux qui ont une auto-évaluation dans 6 mois ou dans 2 ans, vous avez déjà un outil sur tout ce qui est la prévention du risque infectieux au sein de votre évaluation de votre établissement. Ça vous permet d'étayer de nouveau un plan d'action automatique et ça vous donne 4 niveaux. Vous voyez les pétales de notre petit schéma au-dessus de Damery, rouge, orange, jaune et vert, qui donnent les niveaux d'atteinte des objectifs. Alors, on va parler plus spécifiquement du premier chapitre, qui est vraiment un chapitre socle, où là, il faut vraiment le remplir en équipe avec toutes les personnes qui travaillent autour de la prévention du risque infectieux. Il y a les ressources humaines, l'organisation pour la prévention, qui a été formée, quand, comment, où on est la politique de l'établissement de la prévention des risques, quels sont les moyens, le matériel mis à disposition, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qui a été signalé, qui a eu des formations, quels sont les indicateurs qu'on suit, quels sont notre risque infectieux, où on en est de nos vaccinations. Alors, à la fois des vaccinations des résidents, mais aussi du personnel. Et la prévention de l'antibiorésistance. OK, vous n'avez pas de pharmacien, mais vous avez un médecin coordinateur et vous avez des médecins traitants des résidents et ils peuvent vous donner des informations sur l'antibiorésistance. Et après, on passe aux autres chapitres. Donc, on va les balayer parce qu'ils sont très longs, il y en a 8. Sur celui des soins, pour pouvoir accéder au chapitre de 2 à 8, il faut avoir rempli préalablement le 1. Donc, si là, sur le soin, on est sur les infections urinaires, les infections cutanées et muqueuses liées aux soins, les abords veineux sous-cutanés, les injections, les prélèvements, les glycémies, l'insulinothérapie, les soins respiratoires, les soins digestifs, le traitement des dispositifs médicaux réutilisables et de nouveau la vaccination des professionnels. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont redondantes. On va vous en parler à un endroit, on va vous parler à un autre. Et c'est le croisement des informations qui vont permettre la création du plan d'action. Dans ce chapitre, je vais vous présenter à quoi ressemble le risque infectieux et l'infection urinaire. L'image est un peu floue, je vois là. Je suis désolée pour le rendu. Et en fait, ça ressemble à ça. On va vous demander à quelle fréquence vous avez des infections urinaires et quelles en sont la gravité. Et vous avez plein d'items comme ça à cocher. Et quand vous avez coché tous les déroulés, l'outil va vous rendre un tableau qui ressemble à ça. C'est-à-dire que vous aurez une maîtrise, un niveau de maîtrise et une criticité. Le niveau de maîtrise, c'est vert satisfaisant, moyennement satisfaisant jaune, peu satisfaisant orange et insuffisant rouge. Donc là, on a un niveau de maîtrise jaune, moyennement satisfaisant, mais on a une criticité verte. Pour l'infection urinaire, on a un résultat encore moins satisfaisant par rapport aux infections cutanées et encore moins par rapport aux abords veineux cutanés. Donc là, clairement, ça va nous permettre d'avancer sur notre plan d'action. On voit que sur l'abord veineux et subcutané, on n'est plutôt pas mauvais parce qu'on a 80% de maîtrise du risque infectieux. Pour les infections cutanées, on est à 60%. Par contre, sur les infections urinaires, on est à 33%. Donc, on va vraiment là, du coup, se concentrer sur des actions autour des infections urinaires. Vous allez voir comme le chapitre 2 est sorti récemment, c'est un outil évolutif, donc si vous allez voir, il y a des choses qui sont un peu redondantes. On est en train de faire remonter au CPS Bourgogne-Franche-Comté nos difficultés pour qu'ils améliorent le produit. Il y a des choses qui sont un peu redondantes et c'est fastidieux. Et on sait que dans les équipes sur le terrain, on n'a pas toujours le temps de tout faire aussi, de l'approfondir autant qu'on voudrait. Donc, si on prend tous les critères qui sont demandés dans la prévention des infections urinaires, voilà à quoi ça ressemble. Ça fait un peu liste à la Prévert, c'est très complet, ça nous déroute un peu. Du coup, je vous ai fait un outil
qui est dans ma procédure de prévention des infections urinaires, il faut que je parle de tout ça. Mais tout de suite, on est sur des éléments qui sont beaucoup là, on parle de plein de choses, on n'y voit pas. Et en fait, avec une carte mentale, on se retrouve sur des choses plus structurées. Donc là, clairement, on est sur des critères prioritaires. Est-ce que j'ai dans ma procédure de la gestion des protections, est-ce que je parle de la vidange vésicale, de l'hydratation des patients, de la toilette intime? Est-ce que ma procédure est adaptée à tous mes résidents et à toutes mes situations? Est-ce que la procédure au sondage urinaire est validée pour le sondage évacuateur et le sondage à demeure? Est-ce que la modalité de surveillance est inscrite dans ma procédure? Est-ce qu'il y a un rythme et une traçabilité de cette surveillance? Est-ce que je parle des incontournables, la surveillance, le suivi, l'évaluation, les produits de désinfection, le matériel et les pratiques? Est-ce que dans la gestion du sondage urinaire, j'ai bien tous ces éléments? La position à déclive, la perméabilité de la sonde urinaire, le changement de sonde, la fixation de la sonde, le positionnement du sac, le niveau de remplissage. Et là, tout de suite, on est dans le concret du soin et on n'est plus sur des critères administratifs. On est vraiment dans une procédure qui va balayer et le DAMRI va nous aider à balayer l'ensemble des critères pour être sûr que notre procédure correspond à la prévention du risque infectieux. Donc, on pourrait développer tout ça pour chaque critère. L'environnement, là, je le passe rapidement puisque la qualité de l'eau, les déchets ont un suivi et souvent avec des prestataires, donc vous allez pouvoir les remplir. C'est plutôt des évaluations qui sont connues par les équipes. Sur la restauration, c'est pareil, infection digestive via l'alimentation, les infections digestives virales, là aussi, et si on n'a pas eu de TIAC, on n'est pas concerné par les infections digestives via l'alimentation. Le linge, c'est pareil, on a souvent un prestataire pour le linge. Comment est le circuit? Quels sont les prélèvements? Le linge des professionnels, le vestiaire. Sur l'entretien des locaux aussi, est-ce qu'on a toutes les procédures? Quels produits on utilise pour nettoyer? Comment on fait en situation épidémique? Est-ce qu'on a des activités avec des animaux? Alors, c'est animationnel, c'est joli comme mot. Et comment on gère cette intervention des animaux au sein de l'établissement? Donc, moi, je connais des établissements qui ont des poules, d'autres qui ont des chats, et puis il y en a qui font intervenir des chevaux, des chiens, des chats de l'extérieur. Donc, chacun voit comment on peut répondre à ce chapitre par rapport à son établissement. La gestion des épidémies, c'est ce qu'on a déjà vu. Et il y a tous les types d'épidémies qui sont relevés. Et de nouveau, des indicateurs et la formation. On est toujours sur des choses redondantes, vous voyez. Voilà. Dans la nouveauté 2023-2024, c'est qu'on a tous ces nouveaux chapitres qui ont été mis en place très récemment, il y a moins d'une quinzaine de jours. Donc, si vous allez sur le site ou sur le lien que je vous ai mis dans la présentation, vous allez tomber directement sur les nouveaux chapitres qui se sont ouverts et enrichis pour les autres. Et vous pourrez remplir ceux qui concernent votre établissement, en fait. Pas obligé de remplir les 8, mais que ceux qui concernent votre établissement. Voilà. Donc, pour le reste des nouveautés de 2022-2023, en plus de ce nouveau DAMRI, on a beaucoup d'éléments qui travaillent sur l'écologie et l'hygiène. Est-ce qu'on a une réduction? Alors, bien sûr, nos établissements font tous une réduction des consommations énergétiques pour les factures de gaz ou d'électricité qui sont devenues faramineuses ces derniers mois. Mais il y a toute la réflexion autour de la préservation de la planète, de l'éco-soin, comme on dit maintenant, sur comment travailler à la fois la prévention du risque infectieux et de respecter notre planète. Le splash risk. Donc là, je vous donne un exemple de ce qui se passe en réanimation, parce que c'est une présentation récente sur le splash risk. C'est qu'en fait, quand notre siphon est contaminé, la projection d'eau dans le siphon va projeter à plus d'1 mètre, 1,50 m autour les bactéries.
en cassant le biofilm. Les bactéries, c'est aussi les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques. Donc là, c'est une étude que je vous présente en réanimation sur la projection jusqu'à 1,50 m du lave-main dans la chambre de réanimation. Vous imaginez votre patient dans sa chambre, on va prendre l'exemple d'une EHPAD, les toilettes, comment, jusqu'où ça peut être projeté, les toilettes quand il n'y a pas de couvercle, quand on tire la chasse d'eau, que tout est aérosé, exactement pour le lavage, quand vous renversez la cuvette, si vous avez fait une aide à la toilette, pourquoi il est nécessaire de se protéger de la contamination par le splash risk. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est rentrée dans la prévention du risque infectieux, comme elle rentre au fur et à mesure dans notre quotidien. DeepCat, c'est aide-moi Valentina, une application que vous pouvez télécharger sur votre moteur de charge de votre téléphone portable ou via le QR code, et vous allez pouvoir prendre en photo juste le cathéter et envoyer à DeepCat les photos du cathéter pour prévenir le risque infectieux. Aujourd'hui, DeepCat, c'est une application qui est en cours de développement, qui collecte toutes les images des cathéters pour après, quand vous envoyez une image de cathéter, on vous signale le risque infectieux sur ce cathéter. Pour le moment, on est dans la collecte de données. Ils sont à presque 5000 photos. On est à peu près comme on va arriver sur la même logique que les algorithmes qui préviennent du risque du cancer du sein sur les mammographies. On a une validation des images par un algorithme qui tire la sonnette d'alarme bien avant que l'humain constate le risque infectieux sur le cathéter. Il y a aussi quelque chose qui va… Alors là, par contre, on est vraiment sur un outil qui est en cours de développement, qui va être aussi une application. Pour le moment, ça s'appelle Bug Control. Et en fait, vous allez pouvoir rentrer soit le germe, soit la bactérie, soit la précaution complémentaire, et ça va vous afficher en cas d'herpès lingual, qu'est-ce que je mets en place comme précaution complémentaire. Et voilà. Et donc, vous avez quelques critères à remplir et ça vous donne toute la procédure. Et donc, pour tout type de bactéries, tout type de virus. Donc, là, c'est quelque chose qui condense en fait tous les types de précautions complémentaires et qui va nous aider au quotidien. Après, on n'aura plus qu'à voir le germe ou la bactérie pour pouvoir mettre en place la bonne précaution complémentaire. Et ça, c'est encore en cours de développement. Il y a toutes les informations sur l'antibiorésistance. Pourquoi je vous parle des antibiotiques? Parce que ce n'est pas automatique, ça vous le savez. Parce qu'en fait, plus on va utiliser antibiotiques, plus on va sélectionner des bêtes de concours dans les bactéries, et moins on aura d'antibiotiques qui vont pouvoir les guérir. Et comme on ne trouve pas pour le moment de nouveaux antibiotiques, et un jour on va se retrouver à risquer de décéder d'une simple infection urinaire parce qu'on n'aura pas d'antibiotiques à mettre en face du germe, qui sera vraiment un germe tellement résistant aux antibiotiques que rien n'y fera. Et une banale infection urinaire va provoquer un décès. Donc, éviter, gérer l'antibiorésistance, c'est sauver les vies, c'est de la prévention. Voilà, je vous ai fait un point sur l'ensemble des critères de l'évaluation des EHPAD, des EHPAD, des établissements médico-sociaux avec le poids de l'hygiène à l'intérieur. Donc, on est vraiment sur 3 critères, mais vous voyez que derrière, il y a beaucoup de choses à mettre en place, ça couvre beaucoup de choses, surtout remplir le DAMRI ou le DARI, c'est très, très long. Je vais vous laisser répondre ou poser vos questions via le petit icône Q et R. Et je vais répondre au maximum de choses si je le peux, si vous avez des questions précises ou générales. Valentina, je te laisse prendre le relais. Oui, tout à fait, Cyrine. D'abord, merci pour cette présentation qui était très complète. On a un peu effectivement dépassé dépassé l'horaire, mais j'espère que nos spectateurs ont bien apprécié autant que moi ta présentation.
C'est que je propose pour éviter effectivement d'avoir trop de retards, euh, c'est euh, c'est de déposer deux questions, de prendre deux questions parmi celles qui nous ont été posées et que ensuite, si d'autres personnes, si vous avez des questions complémentaires, des questions à la sortie de ces webinaires, vous dites, ah bah, tiens, je n'ai pas posé cette question-là, bah, on est tout à fait disponible pour vous répondre. Il suffit de nous contacter. Je mettrai tous les liens sur les replays de la vidéo que vous allez recevoir. Donc, Séverine, la première question qu'on a, c'est quels sont les critères impératifs pour les établissements médico-sociaux? Alors, en fait, les critères standards, les critères impératifs, il y en a combien il y en a? Je crois qu'il y en a 18. Et ils sont regroupés dans la fiche pratique numéro 8 du manuel. Donc, je crois que j'avais préparé la liste. Voilà, il concerne à la fois les professionnels et les établissements. Vous voyez, voilà tous les critères. Les critères en hygiène n'en font pas partie, en tout cas. Et je mettrai la liste des critères impératifs. Ouais, c'est ça, 18. J'avais pas faux. Dans la boîte à outils. Parfait, merci. Et deuxième question, puis je pense qu'on va clôturer ces moments FAQ pour éviter de trop prendre du retard. Est-ce que les dameries remplacent définitivement les dameries où il y a actuellement en fait une double existence de ces deux dispositifs? Alors, en fait, il y a rien de réglementaire pour arrêter de faire son DARI à la place du DAMRI. Il n'y a rien de réglementaire, il n'y a aucun cadre réglementaire qui vous interdit de continuer à remplir votre DARI actuellement. Mais l'outil du DARI est effectivement plus facile. Il permet une meilleure prise en charge de la prévention du risque infectieux, mais encore faut-il avoir les moyens d'utiliser un outil en ligne et les ressources pour pouvoir le faire. Mais on peut continuer à faire vivre son DARI si on préfère. Voilà. Parfait. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut terminer ici avec un dernier petit sondage pour recueillir vos... Votre sentiment Euh, sur hop. ce webinaire qui a été trop long. Je suis trop bavarde sur le sujet. Alors, je vous remercie en tout cas d'avoir patienté jusqu'à la fin et je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que vous êtes satisfait par ce webinaire, partiellement satisfait, satisfait ou très satisfait? Voilà. C'est très Laissez important quelques... pour nous de connaître vos ressentis par rapport à ça, parce que ça nous permet aussi de nous améliorer, de vous dire, de vous proposer toujours des thèmes toujours plus pertinents. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour ça, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des suggestions par rapport à ça, on est tout à fait à votre écoute à ces sujets. Donc, je mets fin au sondage. Donc, Séverine, je pense que tu peux être contente. Je pense que les Merci à vous de cette satisfaction en tout cas. parfait. Alors, hop, je partage les résultats. Effectivement, excusez-moi. Donc, à titre personnel, je suis très contente que ces webinaires vous aient plu. Séverine, tu partages mon... Ah bah oui, merci. Merci à vous de votre attention. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup encore de Merci votre... beaucoup et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou dans les commentaires ou dans les mails ou sur les commentaires de la chaîne YouTube. On répondra à vos questionnements sans souci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.